Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Ève. Bonjour Sébastien, comment ça va? Mais très bien et vous? Bah très bien, on se vous voit. On se voit maintenant, on est fous dans cette émission. C'est beau, c'est beau. Eh bien oui, nous revoilà pour une nouvelle salve d'épisodes où on va rencontrer des gens extrêmement intéressants et ça tombe bien puisque nous avons une personne en face de nous, juste à côté, qui s'appelle Layana Rossi et qui est directrice de l'agence d'événements Mana Événements et on a très envie d'en savoir plus. Déjà, on va te dire bonjour. Bonjour à tous. Layana. Ça va? Ça va très bien, merci chaudement. Mais... C'est vrai, mais nous sommes dans un petit bureau chez Mana avec la clim, c'est très agréable. Oui. La décoration est très chouette, mais ça vous le verrez en allant les voir. Et on va parler un petit peu, moi j'aimerais savoir comment ça se fait, comment on se retrouve ici autour de cette table à discuter de Mana et de plein de choses. En fait, c'est quoi ton parcours pour en arriver là? Waouh, voilà. Du coup, oui, Mana Événements, on est une organisation, une agence d'organisation d'événements d'entreprise uniquement. Je l'ai créé en 2015, donc l'année prochaine on aura le plaisir de fêter les 10 ans. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on fait, mais félicitations. Ouais. À la base, moi j'ai fait une école de communication à Montpellier en spécialisation événementielle, relations presse et relations publiques. J'ai fait mes stages dans une agence qui s'appelait Coralis à l'époque, qui malheureusement n'existe plus, mais qui était à l'époque une des deux grosses agences de Montpellier. Il y avait Coralis et EVA et on se partageait les gros marchés tels que Dell. J'ai fait un peu mes armes là-bas, c'était une super expérience, d'abord en stage, ensuite en tant que salarié, d'abord en chargé de production, puis rapidement en tant que chef de projet. On était une petite équipe de 10 sur la place de la Comédie, c'était très humain, très très chouette. Place de la com en plus. Hein. Oui, oh, pas mal, bien, ouais. On était très très bien. Bon, à la fin, le monsieur à l'accordéon, on avait envie de lui acheter un livre de partition pour qu'il change, même si j'aime beaucoup Patrick Bruel, mais c'était un peu redondant. Mais non, très belle agence. Et puis un jour, on a été racheté par un groupe. Donc pas le même fonctionnement, pas la même synergie, j'y trouvais moins mon compte parce que ça faisait un peu plus usine. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir et de créer du coup mon agence, mon entreprise. Ça s'appelait à l'époque La Fabrique à Jour J. L'idée, c'était vraiment de se dire que une entreprise, elle met son budget, quand elle fait un événement dans l'année, bah, c'est aussi son jour J. Et du coup, comme je sortais de ce truc où on faisait des événements un peu à l'appel, un peu usine, je me répète, mais c'était ça, c'était de se dire cet événement, non, c'est leur jour J, il faut leur accorder cette importance-là et ils méritent qu'on porte l'attention sur les petits détails, la créativité, même sur des petits, enfin, sur une entreprise de 50 personnes, l'événement, il est peut-être pas aussi gros que ceux de Dell qu'on faisait, mais pour eux, ça l'est. Donc c'était l'idée, et puis ça faisait très particulier, je faisais également des mariages, des décorations de mariage, de baptême, etc. Bon, ça n'a pas duré les particuliers, puisqu'au bout d'un an, j'ai rapidement fait le bilan que, grosso modo, j'ai plus les chiffres en tête, mais on était sur les particuliers 80% de temps pour 20% de chiffre d'affaires. Je grossis le truc, mais c'était un peu ça. Du coup, j'ai concentré mon attention sur les entreprises et ça s'est développé comme ça. Je travaillais seule, alors après le fonctionnement d'une agence événementielle, c'est qu'on sous-traite pas mal de choses comme le traiteur, la technique, donc j'avais des équipes sur les événements, mais au quotidien j'étais seule. Et ça marchait assez pour me payer, mais pas assez pour embaucher. Et puis j'avais aussi peut-être pas le truc de se dire allez c'est parti, on passe la seconde. Donc quand j'ai eu mon fils en 2017, je vivais un peu moins la pression d'être seule, de la gestion équilibre temps perso, temps pro, équilibre perso et pro. Du coup, il y avait ce qu'on peut appeler une concurrente, mais avec qui je m'entendais très bien et qui ont collaboré sur des événements. Je faisais de la décoration et je louais du matériel sur des événements à moi. Enfin, on travaillait main dans la main, qui m'a proposé de m'embaucher.
Donc j'ai passé 2 ans, du coup j'ai mis ma société en sommeil. J'ai passé 2 ans du coup avec cette belle personne à développer son agence, c'était assez chouette. Et puis 2020, le Covid, légèrement, donc l'événementiel à l'arrêt, chômage partiel et tout ce qui s'ensuit, du coup difficile pour le moral, tout s'arrête. On est resté 6 mois comme ça et puis ça s'est terminé par un licenciement économique. À ce moment-là, moi je ne savais pas si l'événementiel ça allait repartir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc une période pour, exactement, pour ce domaine-là. Ouais. Donc du coup, j'en ai profité pour me former. J'ai fait des formations de marketing digital, de communication 360, après des formations plus ciblées sur des logiciels. Et puis en fait, en me disant je vais gérer des réseaux sociaux, je vais pourquoi pas postuler en tant que chargée de communication, je savais pas. La société était toujours en sommeil, je me posais la question, je ne savais pas qu'est-ce que j'en fais. Et puis en fait, deux demandes, ça c'est reparti au mois de juin de manière assez soudain. Et je me suis dit, ça fait 2 ans qu'elle est en sommeil, ce nom il te correspond plus, tu as évolué entre temps, quitte à relancer la communication, change de nom, change le logo. Donc on a travaillé tout l'été là-dessus, du coup avec Victor qui est dans la société, qui est également mon mari, sur la refonte de qu'est-ce que c'est. Puis au-delà du nom, c'est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Exactement. Et du coup, Mana Événement est né en 2021, mais d'une société qui existait depuis 2015, avec un réseau de clients, de partenaires qui nous ont suivis, qui sont là depuis 2015. Pourquoi Mana ? Je pense oui, que c'est ça, c'est ce qui allait sortir. Exactement. Mana, alors, c'est en polynésien, ça veut dire la force du groupe. Et du coup, c'est la synergie, tout ce qui est créé, tout ce qui est un événement, moi je le fais pour ça en fait, pour créer de la synergie dans un groupe, de l'énergie, que ça soit de l'événement interne, donc entre les salariés, ou même de l'externe. Une entreprise, elle a besoin de créer un lien avec ses clients, avec les consommateurs, idem avec ses partenaires, donc c'est cette force-là. Et alors Mana, c'est aussi, ça fait référence à la main, du coup aux 5 doigts, la polyvalence, on fait un peu tout. Et pour la petite histoire personnelle, Mana, c'était mon arrière-grand-mère. Oh, c'est vrai, ouais. Son prénom hein. Alors elle s'appelait Geneviève, mais tout le monde l'appelait Mana, même les voisins, même ceux qui la connaissaient moins, c'était Mana pour tout le monde. Et c'était un peu une force de la nature. Elle est partie à 106 ans. Bel âge. En 2012, donc moi je l'ai vraiment... c'était quelqu'un de très important pour moi. Et encore 2 semaines avant de décéder, elle était sur une échelle à repeindre les volets de son étage. Les voisins nous ont appelés, Mana est sur l'échelle, qu'est-ce qu'on fait ? Si elle le fait, c'est qu'elle se sent. Laissez-la finir. C'est maintenir l'échelle pour être sûr qu'elle ne tombe pas. C'était une guerrière, on peut avoir des figures féministes assez fortes, assez connues, Simone Veil, je peux en citer des centaines, mais pour moi c'est elle. Donc voilà. Ça fait en plus, ça fait vraiment une jolie petite histoire par-dessus sur le nom. Ouais. Oui, et parce que tu as des origines polynésiennes avec l'Ayana? Non, pas du tout, mais du coup en le cherchant... Ça a une sonorité en tout cas Non, l'Ayana c'est hawaïen. C'est hawaïen? Ouais, c'est le nom d'une plage à Hawaï. Voilà. C'est très joli en tout cas. Et du coup en 2021, alors le Covid a fait mal, mais le Covid a aussi, par la suite, le gouvernement en tout cas a fait des choses pour que les entreprises repartent, et je pense notamment aux aides pour l'alternance. Ce qui m'a permis du coup en 2021 de prendre quelqu'un avec moi, Mathilde, qui était du coup ma première salariée, qui est restée 1 an en alternance, et à l'issue de son alternance, elle a été embauchée en CDI, donc qui fait encore partie de l'équipe aujourd'hui. L'année d'après, j'ai pris Tiffaine en alternance, donc pareil, qui a été formée pendant 1 an et qui a été embauchée en CDI et qui fait encore aujourd'hui partie de l'équipe. Cette année, on s'est stabilisé à 3 et à partir de janvier, on aura le plaisir d'accueillir Jade également, qui va rester en alternance. Et le but à chaque fois, moi, c'est de former et de garder... par la suite, exactement, en tant que salarié. Ouais. Ça devient des gens de confiance en plus. Si tu les gardes après, si elles sont toujours là, c'est chouette. On a un processus de recrutement qui est pas long, mais qui est très réfléchi. Où on va au-delà des compétences, on accorde énormément d'importance à l'humain parce qu'on est une petite équipe, parce que c'est hyper important pour nous de bien s'entendre, d'avoir une bonne synergie entre nous. On pense vraiment que même l'amitié entre nous, ça augmente notre productivité, notre créativité et tout. Et donc, il n'y a jamais une décision d'embauche qui a été prise sans concerter tout le monde. Et toutes les décisions après, importantes, on communique énormément, donc
du coup, voilà, l'humain est hyper important. Bon, après, c'est aussi notre manière de faire les événements, notre manière d'être au quotidien. Donc, l'équipe. Et puis l'alternance, c'est bien employé parce que c'est vraiment le but aussi de ce type de contrat. De commencer en tant qu'apprenti et puis de rester ensuite dans la boîte qui a formé. Donc ça a d'ailleurs été un peu le problème d'autres entreprises qui profitaient de ces aides-là pour prendre. De l'alternance à la chaîne. Mais exactement, et après on a plein de jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail et qui... Oui, non, c'est très bien. C'est chouette. Et donc nous allons arriver aux 10 ans. Oui. C'est bien ça. Oui. Ouais. Et alors, on fait un petit bilan. Oui, avec de plaisir. Mana, c'est quoi tes plus grandes fiertés? Mes plus grandes fiertés. Déjà le fait qu'on ait obtenu l'année dernière la licence Atout France, qui est quand même un gage de qualité. L'événementiel, c'est un marché qui donne envie. Il y a beaucoup de nouvelles entreprises chaque année, on est beaucoup sur le marché et au final ça permet aussi de consolider notre position, de donner confiance aux clients et de se démarquer de la concurrence, puisqu'au final on n'est que 4 agences à Montpellier et dans la métropole de Montpellier à avoir cette licence-là. Ah oui. Donc ouais, grosse fierté. Oui. Grosse fierté. Et le challenge du coup de cette année qui est le label ISO 20121 sur lequel on travaille parce que on est une agence responsable, on organise des événements responsables, tant sur le plan de l'environnement que sur le plan social, le management aussi en interne, enfin, c'est plein de volets, la RSE, et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce que c'est des valeurs qu'on porte tout simplement aussi dans notre vie personnelle, et donc histoire d'être aligné dans le perso et dans le pro, on travaille là-dessus au quotidien, et donc là voilà, c'est le challenge et être une agence responsable et avec surtout un label qui le prouve, parce que c'est bien beau de le dire, mais... Ouais, exactement. Dire c'est bien, le faire, voilà. C'est encore mieux. Et si je suis une entreprise et que je viens de voir, c'est quoi les premières questions que tu me poses? C'est qui vous êtes, et on aime beaucoup aussi aller chez le client, parce que ça nous permet de voir comment il travaille, comment... on va lui demander du coup votre projet d'événement, pourquoi vous voulez le faire, c'est pas juste, on fait pas de l'événementiel pour mettre du champagne, des paillettes, c'est derrière on va travailler, est-ce que vous avez des problématiques en interne, est-ce que vous avez des messages à faire passer, et du coup nous on va construire l'événement autour de ça pour que l'événement soit mémorable et efficace derrière. Et après, on aime bien aussi, comme je le disais, aller directement chez le client parce que ça nous permet de prendre le pouls, de voir vraiment qui ils sont, parce que les entreprises, elles sont toutes différentes. Les profils des salariés, alors même si chaque personne est unique, il y a quand même des centres d'intérêt qu'on retrouve. Et on va pas faire je vais extrapoler complètement, mais on va pas faire le même événement pour une entreprise dans la cosmétique, par exemple, avec peut-être un effectif à 90% féminin, et une entreprise dans le BTP. On va pas proposer la même chose. Donc c'est important pour nous de savoir pourquoi l'événement doit être fait, quelles sont les motivations en interne, et qui sont les collaborateurs, parce que souvent le mandataire, donc le directeur de communication, va nous dire un peu lui ce qu'il veut, et puis en fait en creusant, en discutant, oui, mais c'est peut-être pas ce qui va être efficace derrière, parce que c'est pas ce que les salariés veulent, c'est pas ce dont ils ont besoin. Et c'est pas ce qui ressemble à l'entreprise. Exactement, ce qui ressort des salariés d'entreprise. Exactement. C'est important que ça corresponde à l'ensemble du mandataire et pas qu'un directeur. Exactement. Et après, on a aussi une manière de voir les choses, c'est qu'on est meilleur et on a la chance de pouvoir choisir nos clients. Enfin, je sais pas si c'est une chance de pouvoir, parce qu'on l'a toujours fait en fait, même au début où on n'avait pas l'ampleur peut-être qu'on a aujourd'hui, même si on reste une toute petite agence, mais on a toujours essayé de choisir nos clients parce qu'on est meilleur quand Une entreprise, en fait, quand on va dans ses locaux, si on a envie de travailler là, il y a des endroits où on va et on a envie de dire, punaise, je peux pas rester une heure de plus avec mon ordi, ça m'inspire, ça me donne envie de travailler, parce qu'on sent une énergie, et du coup, on va mieux le retranscrire et faire des événements. La motivation n'est pas la même. Ouais. Exactement. Est-ce que tu as déjà refusé un Oui. client? Ouais. Oui. Alors déjà, des fois, des événements ou des opérations plus de street marketing, par exemple, où on va nous demander, là, surtout l'été, j'ai besoin de communiquer, je veux imprimer 100 000 flyers et j'ai besoin d'animateurs, animatrices sur des points stratégiques pour faire de la distribution de fly.
Alors on va pas refuser d'emblée, on va essayer de l'orienter vers des solutions plus responsables, plus efficaces, parce qu'il n'y a pas seulement l'aberrance d'imprimer 100 000 flyers, il y a aussi le fait que moi personnellement je me balade, on essaie de me donner un flyer, ça m'ennuie. Ça marche pas forcément, c'est plus le meilleur moyen de communiquer. Soit je vais le refuser, soit je vais être gênée, je vais l'accepter, je vais le jeter dans la poubelle d'après, c'est aberrant. Donc on va essayer de lui proposer des solutions de communication qui sont plus adaptées. Mais s'il reste sur son idée, et en l'occurrence c'est un exemple vrai que je donne, on ne pourra pas répondre à votre demande. Après il y a plein d'autres agences si vous voulez les contacter, mais nous on ne pourra pas répondre à votre demande. Ouais, donc effectivement, ce luxe de pouvoir dire non, voilà, on va pas faire tout et n'importe quoi. On va pas y croire et on va pas bien le faire, et puis c'est pas... on communique aussi sur les événements qu'on fait, et du coup il faut que tout soit cohérent. Oui, c'est pas dans la ligne de RSE de Mana événement. Donc, exactement. En fait, il faut rester cohérent. L'idée c'est que tu t'éclates autant que le client, c'est ça, le jour J, enfin le soir J. Et typiquement, je sais pas si je peux le dire, mais on est aussi... Oui, on peut le dire. On a travaillé ensemble plusieurs fois avec Sébastien, et notamment sur un événement il y a fin 2023 où on organisait une soirée d'entreprise sur le thème Peaky Blinders, et du coup Sébastien, tu étais avec nous en comédien, en impro et aussi en préparé avec toute une équipe avec toi pour faire vivre le thème qu'on avait imaginé avec le client, et typiquement c'est le genre d'événement où on veut tendre vers ça, parce que c'est un client en or, parce qu'il nous a fait confiance les yeux fermés, et c'était pas juste on vous donne carte blanche, c'était aussi hyper investi à construire l'événement ensemble, à co-construire l'événement. Donc c'était une expérience géniale, et on veut tendre plus vers ce type d'événement, parce que clairement cette journée-là on a fait 9h du matin et on a fini à 6h le lendemain. Mais fait une sacrée... on aurait pu finir une heure plus tôt, mais le camion du traiteur est tombé en panne. C'est les aléas aussi du direct, comme on peut dire. Oui, donc les câbles à 5h30. Ce qui va avec, mais c'est vrai que c'était fou, c'était une immersion. C'est transformer un lieu qui déjà avait du cachet quand même, mais en mode voilà, le monde des Peaky Blinders. C'était vraiment super, le travail qui a été fait sur les lumières, surtout sur l'ambiance. Et du coup, quand on est sur des événements d'une ampleur comme ça, on peut aussi prendre le temps de réfléchir à des petits détails. Il y avait effectivement des lumières, des machines à fumer, une voiture des années 20, des tables de casino, tout un travail Mais du coup, on a pu aussi personnaliser le truc à fond, c'est-à-dire qu'on a fait un bar à cigares. Alors, on va pas proposer des cigarettes sur un événement d'entreprise. Et on a pris des Twix qu'on a déballés, qu'on a remballés avec des petits emballages qu'on avait fait en papier recyclé avec le logo Peaky Blinders, Prohibition. Du coup, qu'on a tout remballé dans des boîtes à cigares vintage qu'on avait chinées. Ça va très loin, très loin cette histoire. On avait également travaillé sur un Wanted, une animation un peu Wanted avec des tableaux d'enquêteurs, où on avait trouvé des cartes de Montpellier, des cartes postales, des cartes géographiques, soit déjà anciennes, soit des choses qu'on avait après photoshopées, les locaux de notre client par exemple, on avait pris la photo et on a rajouté du sépia, on a rajouté pour faire toute une ambiance. On a sur des journaux, on a retrouvé des journaux avec le gang des Peaky Blinders, on a fait des photomontages pour rajouter les têtes de personnes emblématiques de l'entreprise à la place des personnages. Enfin, c'est des trucs où après effectivement on s'éclate et où on peut partir à fond dans la créativité. On a des fois des flots créatifs comme ça qui partent et du coup, il faut s'arrêter. Mais non, c'est génial. Ça doit être terrible, les réunions, les brainstorming. On pourrait faire ça, mais ça doit affuser de tout. La seule limite, finalement, c'est de pouvoir le faire physiquement en vrai, quoi. Parce que j'imagine que l'imagination, ça doit affuser dans tous les sens. Des fois, on est là, c'est jamais trop formel, les brainstorming. Des fois, on va s'asseoir à genoux sur la chaise, on a une qui va être sur la table, toute devant l'ordi, on trouve, et puis on peut faire ça. Là, on travaille sur un événement sur le thème pirate. Alors, pas pirate en mode Disney, Pirates des Caraïbes, plus un thème assez immersif, presque qui fait peur, plutôt sur une inspiration Black Sail de Canal+, sur Canal+. Voilà, on est plus dans cette idée-là. Et du coup, là aussi, au-delà de effectivement la technique qui va nous aider à rentrer dans une atmosphère complètement immersive,
le groupe de musique qui va être également dans le thème. Et ben l'autre jour, on était là, on pourrait faire, vous savez, les jeux, ils peuvent faire des défis pour gagner après des pièces. Et du coup, le jeu des 17 allumettes, sauf qu'à la place des allumettes, on pourrait manger des petits pilons de poulet. On désinfecte, on nettoie les pilons, et puis on met des petits ossements en fait à la place des allumettes. Enfin, des fois, on se dit, oula, allez, c'est parti, faut tout noter, on verra, on fera le tri après, mais... Non, mais c'est vrai que ça doit être super sur chaque projet. Chaque projet, c'est pareil. En fait, tu peux pas forcément avoir de lassitude, j'imagine. Non. Des choses comme ça. Non, parce qu'on va jongler d'un projet, comme là, je peux vous en parler, à le mois dernier, on a organisé le festival annuel de la French Tech Méditerranée, où là, du coup, on était sur un truc en mode start-up, donc hyper jeune, hyper dynamique, sur le thème du sport pour faire écho au JO Paris 2024. Donc des animations, des keynotes organisées, des rendez-vous B2B, des stands d'exposition pour les startups. Et c'est aussi hyper stimulant parce qu'on a la chance d'avoir un énorme vivier de startups à Montpellier, que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Donc d'avoir l'opportunité de travailler sur un événement comme ça... Mais voilà, on passe de ça et le lendemain, on va faire un brainstorming et parler d'ossements pour une soirée pirate. C'est ça qui est... Est-ce que tu prends des vacances, des fois? Oui, alors... Quand même, ouais. Oui, est-ce qu'il y a des périodes creuses? Ouais. Parce que pour les entreprises, pour les particuliers, l'été, c'est toujours plein. C'est ça. Mais les entreprises, c'est peut-être l'inverse. Peut-être en été, ouais, du fait qu'on travaille essentiellement avec les entreprises, toutes les vacances scolaires sont plus cool. En fait, quand je dis plus cool, c'est qu'on n'a pas d'événement. On n'a pas d'événement pendant les vacances scolaires, c'est pas judicieux. Il faut optimiser la présence quand on engage un budget pour faire un événement. Donc on va pas le faire à une période où les collaborateurs peuvent prendre des congés. Donc effectivement, pendant les vacances scolaires, on a très rarement des événements. Ça va arriver ponctuellement. Là, par exemple, au mois d'octobre, on en a parce que on est sur une cible de clients qui viennent de l'étranger, où du coup, on n'est pas sur les mêmes vacances scolaires. Mais donc pas d'événements pour les vacances scolaires. Après, on prépare forcément. Oui, il y a les préparatifs. Voilà, ça reste des périodes et de plus en plus. En fait, on observait vraiment des périodes de calme avant. Là, l'après-Covid, on a du mal à voir le calme. Là, par exemple, on est interrogé sur un appel d'offres pour un gros congrès, 2 gros congrès d'ailleurs qui auront lieu en 2025 à Montpellier, au Quorum les deux. Parce qu'on Montpellier est de plus en plus attractif pour les gros événements, donc c'est une opportunité géniale. Et du coup, du fait de notre licence Atout France, on est partenaire du bureau des congrès de Montpellier. Donc on prépare des événements qui accueillent 1000 personnes, forcément ça se prépare 1 an à l'avance. Donc là on est là-dessus, et puis septembre, octobre, tout le monde fait des événements pour la rentrée. Donc on a un mois de septembre qui est très 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 chargé avec... presque un événement tous les jours ou tous les 2 jours. Donc tout ça se prépare. On ne travaille pas juste quand il y a les événements, il y a énormément de travail de production en amont de l'événement. Donc on travaille là-dessus. Après, on fait un métier qui est quand même créatif. Alors il y a beaucoup de logistique d'organisation, mais il y a une grande part de créativité. Et ça, si on est épuisé, on ne peut pas être créatif, c'est pas possible. Donc c'est très important de se ressourcer. Donc le mois d'août, là, les filles sont en congé au mois d'août. On va aussi partir pour se ressourcer. Après, forcément, en tant que chef d'entreprise, en tant que directrice, on n'est jamais off à 100%. On part avec l'ordi, on bosse un peu tous les jours, 1 heure, 2 heures, un peu tous les jours. Et puis on peut pas dire, moi, en tout cas, on n'est pas comme ça avec nos clients. On dit pas, c'est fermé, voilà. Donc même les filles, elles ont un message automatique qui renvoie vers moi. Et du coup, je serai en vacances, mais je réponds, je suis toujours là. Je suis toujours là. Et puis après, on aime ce qu'on fait. Oui, c'est une chance aussi d'aimer son métier. Parce que quand tu dois le faire pendant les vacances, c'était pas... C'est le premier truc que je dis à mes enfants. Alors, ma fille a 2 ans, on n'est pas sur ces sujets-là. Mais mon fils de 7 ans, qui est très bosseur, parce qu'il voit ses 2 parents qui sont passionnés par leur travail, qui nous sort plein de métiers. Alors, je veux organiser des fêtes comme toi. Il y a aussi footballeur professionnel et éleveur de brebis qui passe par là. Mais à chaque fois, moi, ce que je lui dis, c'est ce que je veux moi. Tu feras ce que tu veux, mais ce que je veux moi et que je ferai tout, c'est pour que tu sois là-dedans, c'est de te lever le matin et avoir envie d'aller au travail. Et c'est aussi ce qu'on propose là pour les entreprises. On a Happy Lundi Office Club.
Et en fait, c'est l'histoire, je dois faire un petit storytelling autour de ça, mais c'est l'histoire de Paul qui, c'est vendredi, aujourd'hui on est vendredi, il est hyper content de partir en week-end parce qu'il est heureux dans sa vie, il est pas malheureux de retrouver sa famille, ses amis, même de se retrouver seul, c'est aussi important de se retrouver seul, il est très content de partir en week-end. Mais le lundi matin, il est content. Le dimanche soir, il n'a pas la boule au ventre. Le lundi matin, il est heureux d'aller au travail, de retrouver un bureau dans lequel il se sent stimulé, de retrouver des collaborateurs avec qui il s'entend bien, avec qui il y a une cohésion et il est content de les retrouver, et d'aller faire un travail dans lequel on n'est pas obligé d'être passionné, mais au moins de trouver du sens à ce qu'on fait au quotidien, ça c'est primordial. Et donc nous on travaille aussi pour ça, on travaille pour que les collaborateurs réussissent à trouver du sens dans ce qu'ils font, pour qu'ils soient soudés avec leurs collègues. Alors tout ça, bien sûr, tout ne repose pas, on n'est pas le centre du monde, ça repose pas uniquement sur l'événementiel, mais par contre c'est une clé parmi d'autres, mais qui permettent ça. Et c'est pour ça que c'est un outil, l'événementiel, qui peut être surpuissant en communication s'il est bien utilisé, parce que c'est de l'humain en fait. C'est ça qui est beau. C'est vrai. Waouh. Écoute, moi je propose qu'on finisse sur cette belle phrase. On va quand même donner les infos pour retrouver Mana Événement. Tu as les réseaux sociaux. Oui, mana-événement au pluriel.fr pour le site internet. Et à la limite, sur le site, vous trouverez tous les liens utiles pour nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube. Eh ben, c'est parfait. On te souhaite de bonnes vacances du coup. Merci beaucoup. Ouais, profites-en quand même un peu. Merci beaucoup pour cet échange très sympathique. Ben, merci à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Ève. Bonjour Sébastien. Ça va ? Très bien, je te remercie. On est au soleil, tout va bien. Exactement, nous sommes sur la terrasse de la Comédie du Mas, un très très joli théâtre qui se trouve au Cress. Et nous avons la chance d'avoir Carole Bélanger avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour Carole. Carole, on va parler de plein de choses très très intéressantes. Oui, si. Théâtre, café-théâtre, Paris, Montpellier, tout ça, je te mets dans un petit sac, je te le donne. Et tu viens de Paris à la base. Oui, il faut peut-être pas le dire trop quand on est sur Montpellier. Ouais, enfin à la base de loin. À la base de très très loin. Avec une partie de la famille qui est montpelliéraine quand même. Ah, ça bon, c'est va. bon alors. Non, c'est bon. Ça annule l'effet Paris, normalement. Éteignez les torches. Non, voilà, je viens de Paris, mais je me sens chez moi ici en fait, à Montpellier. Je me suis toujours sentie chez moi ici. Donc un retour, on va dire, aux sources, même si c'est pas les vraies sources, étant né à Paris. Voilà. Je suis venue à Montpellier parce que j'ai eu un petit garçon il y a bien longtemps maintenant et que je ne voulais pas l'élever à Paris, curieusement. Étonnant. Donc voilà, j'ai quitté mon métier de comédienne et de danseuse à Paris pour m'installer ici et poursuivre cette carrière dans le sud, dans le soleil. Et à Paris, tu faisais de la danse et du théâtre, ouais. C'est ça ? Ouais. À Paris, j'ai commencé donc à faire de la danse petite au conservatoire. Donc histoire de me la péter un petit peu, médaillée d'argent du conservatoire de danse, s'il vous plaît. Et bravo. Danse classique. Danse classique, ouais. Et voilà, et je savais que je voulais faire un métier artistique, mais je ne savais pas lequel. J'hésitais entre la danse et le théâtre. Et puis finalement, j'ai commencé par la danse en sortant du conservatoire. Et voilà, mais je me débrouillais, mais j'étais pas une danseuse exceptionnelle non plus. Donc je tentais de trouver une autre activité artistique dans laquelle je me sentirais plus à l'aise encore. Ne gérant pas le trac dans la danse, vous savez, quand il y a les jambes et les bras qui bougent dans tous les sens parce qu'on tremble de peur, de trac. Donc ça, je ne gérais pas. Et puis à cette période-là, donc je devais avoir 15-16 ans, j'ai une maman de copine de cours de danse qui faisait partie d'une compagnie théâtre amateur à ses côtés à Saint-Maur-des-Fossés, là où j'étais. Et elle m'a dit, on cherche une comédienne de 15 ans, ça te dit pas Donc j'ai tenté, et là, ça a été la révélation. Waouh. Voilà. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait les deux, danse et théâtre. C'est
Parce que la danse classique, c'est beaucoup de discipline, de rigueur. Le théâtre, c'est peut-être un espace un peu plus de liberté. Pas à ce moment-là, Non. parce qu'à ce moment-là, c'était plutôt du théâtre classique aussi. D'accord. C'était plutôt des choses. C'était pas du café-théâtre comme je fais maintenant, c'était pas de la comédie non plus. Je jouais du Pinter, du Tennessee Williams, des choses un peu plus graves. Donc il y avait aussi une donc il y a rigueur. aussi beaucoup et, de sérieux. Je dis pas qu'on travaille pas en faisant du café-théâtre, hein, on travaille aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas les mêmes textes, c'est pas les mêmes écrits. Donc, beaucoup plus simple de retenir un texte de café-théâtre que de retenir un Tennessee Williams. C'est pas étonnant, je sais pas pourquoi. C'est vrai ouais, Donc ouais, voilà. Donc là, je me la pétais un petit peu à la théâtreuse parisienne, l'artiste théâtreuse parisienne. Non, je ne fais pas du café-théâtre, moi. Comme beaucoup que je croise encore ici. Et puis finalement, après ce petit début de carrière à Paris, en venant m'installer à Montpellier, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur du Kawa Théâtre à l'époque, donc ça fait quand même un peu plus de 20 ans, et qui m'a proposé de travailler avec lui dans son café-théâtre qui venait d'ouvrir, le Kawa qui venait juste d'ouvrir. Et voilà, et sauf que moi j'avais jamais fait de comédie, et puis je trouvais ça un petit peu léger. Ils sont gentils, c'est facile de faire rire. Et en fait non, je me suis rendu compte que c'était pas si simple. C'est un rythme précis à avoir pour arriver à ce que les vannes fonctionnent. Si on ne les dit pas dans le bon rythme, ça ne marche pas. Donc là aussi j'ai appris. Et puis voilà, je me régale depuis 20 ans, plus de 20 ans. Mon Dieu, ça nous rajeunit pas. Oh, vas-y. Et la première fois que du coup que t'as joué une pièce de café-théâtre, c'était laquelle? Et t'étais dans quel état? Toi qui venais justement d'un théâtre C'était pas tout à fait du café-théâtre, c'était ce qu'on appelle du théâtre de boulevard. C'est une pièce qui s'appelait Du haut sur canapé, avec l'amant, la maîtresse, les portes qui claquent, tout ce genre de choses-là. Je faisais la maîtresse. Et voilà. Et les autres comédiens, je me souviens d'une comédienne qui partageait la scène avec nous et qui se moquait un petit peu de moi parce que avant que le rideau ne s'ouvre, j'étais derrière le rideau et je faisais mes exercices de voix, de prononciation, de respiration. Je sentais le public qui était derrière le rideau et je sais qu'elle s'est un peu foutue de moi, genre mais elle se croit la comédie française. Et pendant les premières périodes, les premières semaines où je jouais ce genre de pièces-là, je continuais ces exercices que j'avais appris dans le théâtre dit classique. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne s'adaptait pas du tout à la comédie ni au café-théâtre. Quand j'ai arrêté, ça a été beaucoup plus simple de trouver le bon rythme. oui, c'était pas quelque chose qui te, c'est pas quelque chose qui te rassurait de ces exercices, cette manière d'appréhender l'entrée en scène. Ça me rassurait moi, mais ça me mettait dans une ambiance et dans une énergie qui était en dessous de ce qu'il faut pour la comédie. La comédie, il faut que ce soit très rythmé, il faut que ce soit enlevé beaucoup, que ça rebondisse en quelque sorte. Et toutes ces choses-là, non, ça nous fait nous poser, nous raccrocher à la terre. Et ça ne se prête pas à la comédie ni au café-théâtre. Ton arrivée du coup dans le café-théâtre, ça s'est passé comment par rapport au café-théâtre, enfin tout ce qui était fait à Montpellier, il y avait déjà beaucoup de café-théâtre ou pas? Non, il y avait le Grand Mélo, qui est maintenant la Comédie du Mas. Et puis il y avait, il me semble qu'à l'époque ça s'appelait la Cicrane, qui est maintenant le Point Com, le Point Comédie. Et voilà, c'était les seuls. Donc quand le Kawa s'est créé, ça a été le 3e café-théâtre sur Montpellier. Je suis tombée au bon moment, au bon endroit. Ils ont eu besoin d'une comédienne un peu pas jeune à l'époque, une comédienne jeune. Et voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc petit à petit, après Du haut sur canapé, il y a eu d'autres pièces. Je crois qu'on a monté après Tout baigne. C'est une comédie qui est bien, qui a marqué pas mal de gens. Qu'on a repris il n'y a pas très longtemps et malheureusement qui a mal vieilli. Ah oui. Ouais, ça parle de racisme, de choses comme ça et ça passe plus du tout maintenant. C'était assez curieux. On se moquait beaucoup d'un épicier arabe et là j'ai vu les gens se choquer de cette pièce-là qui dans les années 2000 passait sans problème. Très bien. Personne n'y voyait mal. Parce que justement, on ne se moquait pas de l'épicier arabe, on se moquait du raciste. Oui, bien sûr. Mais curieusement, là maintenant, c'est pris dans le sens inverse. Les mentalités changent, effectivement.
Je me perds dans mes explications. Non, pas du tout. Moi, je me souviens de t'avoir vu au Kawa dans Burlingue. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je t'avais vu. Après, il y a eu Thé à la menthe ou Thé citron. Alors, Burlingue, c'est ma première mise en scène, moi. Ah, bah en plus. Une première mise en scène de pièces adultes. Donc, je jouais dedans, mais j'avais fait la mise en scène aussi. Et après, tu as cité Thé à la menthe, Thé citron, qui est aussi une grosse comédie, elle qui ne se démode pas, qui est extraordinaire. C'était génial de jouer cette pièce. Le théâtre était rempli. Il y avait des chaises jusqu'au rideau. Le premier rang avait les genoux qui touchaient le rideau de scène. C'était fabuleux. Et donc tu parles de théâtre adulte, c'est parce que tu fais aussi du théâtre pour enfants? Ouais, j'écris des pièces pour enfants depuis 25 ans, que je monte, je fais les décors, je fais les costumes, un petit peu partout, la pieuvre un peu, on pourrait m'appeler la pieuvre, pour une compagnie que j'ai créée il y a 25 ans maintenant. D'accord, et ça touche... C'est organisé avec des écoles ou c'est vraiment comme une pièce pour adultes, ouverte à tous. Oui, on est programmé dans les théâtres du coin et puis on tourne dans les centres de loisirs, on va jouer pour les arbres de Noël des mairies ou des entreprises et c'est chouette. C'est encore une autre façon de jouer. C'est un public plus difficile, les enfants? Plus franc. Beaucoup plus franc. S'ils s'ennuient, ils te le montrent direct. Ah, on le sait tout de suite. On le sait tout de suite. Si la pièce ne plaît pas, on le sent tout de suite. Ils font pas semblant. Ils n'ont pas soit la politesse de ne rien dire comme pourraient faire les adultes. Justement, ils se mettent à parler, à gigoter, et là, on sait que ça marche pas. Mais c'est super agréable de voir leurs yeux pétiller. C'est très agréable de voir leurs yeux pétiller, de voir quand ils sont emportés par les personnages. Et du coup, tu joues dedans aussi, tu écris et tu joues aussi. Ouais. Alors avant, je jouais les petites filles de 10 ans, les princesses, les poupées Barbie. Je vais arrêter parce que là, récemment, il y a un enfant qui m'a dit tu peux pas être Barbie, la vraie Barbie, parce que t'es trop vieille. Ah oui, la franchise. Les enfants sont formidables. Donc maintenant, je vais passer aux sorcières. Mais non, c'est toujours plaisant de jouer pour les enfants. Oui. Je crois que je préfère. Et c'est dénigré par beaucoup de comédiens. Comme beaucoup de comédiens vont dénigrer le café-théâtre et la comédie, comme je le faisais moi quand j'étais jeune comédienne, ils vont dénigrer aussi le jeune public en disant que c'est facile de faire rire et d'amuser les enfants. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué finalement de jouer pour un public enfant correctement, j'entends, que de jouer pour des adultes. Parce que justement, ce qu'on disait à l'instant, ils sont francs. Trop, peut-être. Et là, on est resté sur le Kawa, mais du coup, tu as bougé aussi dans d'autres théâtres, sur Montpellier environ. J'ai joué pendant une quinzaine d'années au Kawa Théâtre. J'étais juste comédienne et un petit peu programmatrice jeune public. Et puis, j'ai eu l'opportunité, avec d'autres, et notamment le directeur du Kawa à l'époque, de racheter le Grand Mélo. Donc on l'a racheté en 2012 et on l'a rebaptisé. Maintenant c'est la Comédie du Mas. C'est une grande et belle aventure parce que c'est un mas viticole qui est magnifique. On a un beau bâtiment, on a un très beau lieu. Donc on gère ça depuis 2012. Et puis là, la roue tourne un petit peu, puisque en plus cette année on reprend aussi la programmation du Kawa. Donc du coup, tu reviens, on reboucle, ouais, c'est ça, la boucle est bouclée. Et puis elle est chargée, oui. Et elle est très chargée, oui. Et comment ça se passe alors? Toi, tu t'occupes de la programmation adulte, enfant, du Kawa, de la Comédie du Mas? J'ai deux associés, pardon. J'en ai trois. À gérer la Comédie du Mas et c'est les trois mêmes qui reprenons le Kawa. Donc on fait la programmation adulte ensemble, on décide ensemble, on choisit ensemble les pièces. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est l'avantage d'être en chiffre impair, c'est qu'il y a forcément une majorité qui se dessine à un moment donné. Et puis je fais effectivement la programmation enfant maintenant sur les deux lieux. L'avantage d'avoir que la Comédie du Mas soit en campagne, on va dire un petit peu, et le Kawa un peu plus en centre-ville,
ça permet de faire tourner les compagnies. Parce que c'est pas le même public qui va dans les deux lieux. Donc on peut se permettre de faire tourner les compagnies et jeunes publics et les comédiens adultes qui jouent régulièrement avec nous. C'est vrai que c'est super intéressant pour une compagnie, tu leur dis voilà, on vous programme un Comédie du Masque, effectivement autour des vignes complètement différents avec des villages autour, et le Kawa qui est vraiment urbain, qui est ancré dans Montpellier, oui c'est sûr que ça doit être, c'est une belle offre. Ils sont, oui, ça leur plaît en général. Heureusement. Encore heureux, ouais. Encore heureux. Et donc ça, c'est pour cette année, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, tout frais. On commence ce 13 septembre. Oui, c'est pas loin. Oui, c'est pas loin. Une petite semaine. Voilà, je vais me coucher. Ça dépend quand on écoute ce podcast. Si ça se trouve, ça sera déjà quelqu'un qui écoute en mai prochain, en mai 2025. On pourra dire. C'est vrai, c'est le principe du podcast. Et oui, c'est n'importe quand. Donc si ça se trouve, voilà, ça s'est super bien passé cette première saison. C'était fabuleux. Incroyable. C'était blindé. Les gens étaient très contents. Dithyrambique, le livre d'or est complet. Enfin, les enfants ont ri. Les adultes aussi. Et on parle programmation, mais on va parler aussi en tant que comédienne. Qu'est-ce que tu joues cette saison? C'est quoi tes prochains spectacles? Alors, je reprends un rôle dans Ado un jour, Ado toujours. Je reprends le rôle de la maman, d'une adolescente parfaitement insupportable. Et puis avec Benjamin Combette qui joue le rôle de mon époux. Et puis en comédienne, c'est soit Margot Dupont, soit Léa Frégé, deux comédiennes toutes jeunes et toutes fraîches et très bonnes déjà, du talent à foison, enfin en tout cas à faire travailler, à faire mûrir, maturer. Et voilà, après des pièces que j'ai déjà jouées, parce qu'effectivement avec la reprise des deux lieux, on a pas mal de boulot avec mes deux associés qui sont Olivier Deval et Arnaud Vivien. Et donc du coup on n'a fait pas trop de création cette année, en tout cas pour nous. Ouais. On fait pour d'autres comédiens, mais nous pas trop, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je reprends des pièces que j'ai déjà jouées, qui s'appellent Demain je me marie, où je joue le rôle d'une femme espagnole, une ancienne meneuse de revue, là aussi un petit retour aux sources, une ancienne meneuse de revue un petit peu extravagante, avec un fort accent espagnol. Pour moi qui ne parle pas un mot d'espagnol. C'est un gros travail, ça. Oui, il a fallu que j'apprenne à faire l'accent espagnol, parce que autant j'étais très à l'aise avec l'accent, tout ce qui est accent anglophone, l'accent espagnol, je ne gérais pas du tout. Donc je me suis inspirée de Rosie Di Palma, de Victoria Abril. Voilà. Je retienne son nom, la pauvre. Elle n'est pas morte en plus. Mon Dieu, quelle horreur. Ça dépend quand on écoute le podcast. C'est pareil, c'est tout. Je ne m'y ferai pas. On est hors du temps, c'est ça qui est fou. Voilà, plein de pièces comme ça. On va reprendre Toc Toc aussi au printemps. Gros succès. Gros succès de Laurent Baffy. Laurent Biaffi. On coupera pas ça. Oh, s'il vous plaît. Oui, une grosse pièce, pareil, une pièce que j'aime beaucoup, avec un rôle que j'affectionne particulièrement. J'ai pas beaucoup de texte, ça c'est vachement bien. Et je le répète 2 fois à chaque fois. Donc du coup, j'ai bien aimé apprendre cette pièce-là. Voilà, plein de pièces qu'on a montées déjà depuis plusieurs années et qui tournent régulièrement un petit peu partout en France. Pas forcément avec nous, mais qui ont des succès ailleurs dans l'Hexagone et du coup voilà, on propose aux spectateurs du coin. Et oui, et c'est bien justement le spectacle vivant, on en revient toujours là. Et la danse, c'est complètement... Où tu arrives à mêler parfois un peu de danse et un peu de théâtre? Non, je fais plus... Là maintenant j'ai la cinquantaine, je fais plus de danse depuis une quinzaine d'années malheureusement. Ouais. J'ai eu une grosse blessure à la cheville qui fait que je me suis arrêtée et puis j'ai pas vraiment repris derrière. J'ai essayé de reprendre un cours de danse à un moment donné. Je me suis retrouvée avec une prof qui devait avoir 23, 24 ans, des élèves qui en avaient 18, 20 à peine.
Et parce que j'avais pris là je vais me la péter encore, j'avais pris un niveau pro parce que j'avais, voilà, sinon les cours en journée, ça ne me correspondait pas. Et du coup, je ne suivais pas du tout le cours. Au bout de 3/4 d'heure, moi j'étais c'est bon, on va arrêter là. Et voilà. Donc j'ai arrêté, je me suis découragée un petit peu trop vite peut-être. Bon, tu as d'autres compensations, enfin d'autres activités qui... Oui, mais ça manque. Ouais, quand même. Ça manque, ouais. Quand tu as eu une grosse activité physique et puis que tu t'arrêtes, il y a un vrai manque. Ouais. Et le corps, malheureusement, ne suit pas pour reprendre non plus. T'as de plus en douceur. Je vais mettre au yoga. Voilà, c'est plus détente. Quoique non, pendant le Covid... c'est sportif. C'est sportif, j'ai découvert ça pendant le Covid, c'est impressionnant. Et pourquoi pas un seul en scène qui parle de la danse, dans lequel tu pourrais danser, esquisser quelque part? Alors c'est rigolo que tu parles de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai voulu faire à une époque. Ouais. J'avais demandé à un auteur de m'écrire un solo là-dessus, sur la carrière d'une danseuse, et on avait commencé à l'écrire. Malheureusement, il écrivait très bien, mais ça ne correspondait pas tout à fait à ce que j'avais dans la tête, et moi je ne me sentais pas capable de l'écrire. Donc le projet s'est avorté, et quelque part je crois que ça m'a arrangé, parce qu'en fait jouer toute seule sur scène, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'assume pas du tout. Tu t'as jamais fait de... J'ai jamais fait, non. Enfin, je le fais pour les enfants, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai jamais fait. Je crois que j'ai pas le courage en fait. J'ai trop le trac. Je préfère partager mon trac avec les autres. Tenez, prenez. Toute seule, j'assumais pas du tout. Oui, t'es une comédienne de troupe, plus de groupe. J'aime le dialogue sur scène et en dehors de la scène, et jouer seule, ça me plaît pas en fait. J'avais voulu aussi travailler, j'avais commencé à travailler aussi avec une comédienne du coin qui s'appelle Audrey Perrin. On avait commencé à travailler Le Démon de Midi, qui est une pièce de Michel Bernier. Oui. Parce que je rentrais dans la catégorie d'âge qui faisait que je pouvais jouer ça. Et pareil, je n'ai pas eu les droits de la part de la SACD. Ils m'ont jamais donné les droits, ils m'ont jamais autorisé à monter la pièce. Ils m'ont pas interdit non plus. Mais je crois que j'ai trouvé cette excuse-là pour, pareil, laisser tomber le projet et me dire non, mais je vais laisser les seuls en scène aux autres. Il n'est pas trop tard, parce que quand les gens écouteront ce podcast dans 2 ans, tu seras en train de cartonner avec ton seul en scène. Voilà. Et on se dira, mais t'as vu ce qu'elle a dit, Cara? Tu vois, c'est pas vrai. Les fameux podcasts. Donc en tout cas, là, ton actualité, c'est la programmation, c'est de jouer dans des pièces que tu connais. Que je connais, que j'affectionne, qui font rire, qui détendent le public. Après, voilà, ce sont des pièces qui souvent sont... j'ai pas envie de dire le mot facile, parce que c'est un petit peu péjoratif dans ce cadre-là, mais c'est vrai qu'au niveau du texte, souvent ça va pas très loin, et c'est assez simple, mais ça marche beaucoup au niveau du public qui ne vient là que pour rire et se détendre. Donc là, de ce côté-là, ça marche. Artistiquement parlant, c'est parfois un petit peu frustrant quand même de ne pas pouvoir jouer des choses un peu plus profondes. Et ça, heureusement, depuis 2 ans, j'ai la chance de pouvoir le faire avec une nouvelle compagnie avec laquelle je travaille et avec laquelle je pars en tournée un petit peu de temps en temps. Où l'auteur écrit des choses un peu plus fines. Ça reste de la comédie, mais c'est plus fin, c'est plus... pointu. Oui, il a une pièce que j'affectionne particulièrement qui est un petit peu dans l'esprit de Raymond DeVos, avec des jeux de mots et des choses comme ça. Voilà. Il s'appelle Jean-Christophe Barque, pour ne pas le citer. On le salue. On le salue. Et voilà. Et donc là, ça a pu me réconforter un petit peu avec mon métier de comédienne. Et le statut d'artiste que je vais mettre entre guillemets, le statut d'artiste où on défend des valeurs, on défend des choses à dire vraiment. Dans le café-théâtre, il n'y a pas vraiment de valeur à défendre. C'est toujours un peu des histoires de couple. Il y a toujours un canapé au milieu de la scène. Des fois, il bascule un peu d'un côté ou de l'autre, mais c'est toujours un petit peu pareil. Et là, ce que j'aime bien avec cette compagnie-là, c'est que c'est des pièces qui restent des comédies, mais l'auteur insiste pour que ça ne se passe pas dans un salon d'appartement. Donc, il n'a aucune pièce qui se passe dans un salon d'appartement. Et déjà, rien que là, on part sur autre chose. Ouais.
Ouais, et puis on peut parler d'Opération Guimauve que j'avais vu à Avignon et qui avait justement ce petit truc en plus d'une comédie, déjà sur un enlèvement. Enfin, je peux pas trop dire, mais la situation de départ est quand même particulière. Effectivement, on n'est pas sur du café-théâtre, on est sur des choses, c'est drôle, mais il y a un petit truc en plus. Pour paraphraser. Il y a des émotions en plus. Ouais. Mais il part toujours d'un sujet. Je pense qu'il a raison d'ailleurs, il est convaincu que pour parler de quelque chose de drôle, en tout cas pour faire quelque chose de drôle, il faut partir d'un sujet grave. Ou un sujet qui peut être un petit peu troublant. La dernière pièce qu'il a montée par exemple, ça parle de l'EHPAD. Et d'un papy qui ne veut pas aller... non, c'est l'inverse. Le papy veut aller à l'EHPAD, mais sa petite fille ne veut pas qu'il y aille. Et donc, là encore, elle le kidnappe. Il a un problème avec le kidnapping, cet auteur. Voilà. Et donc, la petite fille va kidnapper son grand-père parce qu'elle ne veut pas qu'il aille en EHPAD. Donc, la situation est un peu... Voilà, le sujet est un peu étrange. Mais c'est original et ça part d'un sujet grave parce que ça va parler finalement de l'abandon des petits vieux, des choses comme ça qui nous touchent tous parce qu'à un moment donné on est touché par ça de près, de très 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 près ou un petit peu. Il y a un peu de temps encore. Il y a un peu de selon notre âge. On sera tous le petit vieux de quelqu'un, c'est ça. À un moment donné, oui, je pense. Crois, ouais. Enfin, je nous le souhaite. Oui, remarque, c'est pas mal. Eh bien, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Voilà. Au revoir. Je fais un spectacle d'imitation. Je savais pas. C'est mon prochain projet. Mais je ne serai pas seule sur scène. Un dernier mot. Déjà, je vous remercie déjà de m'avoir invité à participer. Grand plaisir. C'est nous qui te remercions. À ce podcast. Et oui, j'ai envie de dire aux personnes qui pourraient avoir envie de faire du théâtre ou de la danse, comme on a parlé un peu plus de théâtre, de ne pas hésiter, de se lancer s'ils en ont envie, que ce soit en amateur ou en professionnel. Alors c'est pas une thérapie, on va pas soigner une timidité maladive avec le théâtre, mais ça libère des choses quand même. C'est plaisant. C'est plaisant. Et on y prend goût. Oh là là, c'est très plaisant. Eh ben, merci beaucoup Carole. Merci beaucoup. Merci et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et bien même chose. Merci.